on organise la rencontre de ce soir, qui est aussi organisée dans le cadre des Jeudis de l'actualité, qui est un cycle autour de l'actualité qui est organisé par Bibliocité dans les bibliothèques de la ville de Paris. Donc ça a lieu principalement le jeudi, je pense. Toujours le jeudi, dans les bibliothèques de Paris, sur des thématiques d'actualité. Ce soir, on a décidé on avait envie de parler de la question des grandes écoles et de la formation universitaire des étudiants. Pour ce faire, on a invité Annabelle Alouche, qui est maître de conférence en sociologie à l'université d'Amiens, voilà. Qui est chercheur associé à Sciences Po et à l'INA, qui a notamment écrit un livre qui s'intitule Les nouvelles portes des grandes écoles. Elle discutera avec Maurice Midena, qui est journaliste à Arrêt sur Image et à Forbes. Ou pas. Arrêt sur Image pour moi. Arrêt sur Image, et qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule Entrée rêveur, sortez manager. Et ces deux ouvrages seront également présentés à la vente à l'issue de la rencontre. Et la rencontre sera animée par Aurélie Javadi, qui est responsable éditoriale éducation à The Conversation. Voilà. La rencontre est enregistrée. Donc voilà, si jamais ça vous pose un souci, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. C'est capté, ce sera diffusé uniquement à des fins voilà, de retransmission sur les médias des bibliothèques de Paris. On se tient à disposition évidemment si ça pose souci à quelqu'un. Voilà, je laisse la parole à vous. Merci. Alors voilà, oui, on va aborder cette question d'enseignement supérieur par le champ des grandes écoles. On arrive là à l'automne, alors c'est la période un petit peu où les lycéens commencent à réfléchir à leur choix d'avenir. Bon, Parcoursup n'est pas encore ouvert, mais voilà, il faut quand même, on est dans une période, dans une époque où il faut de plus en plus tôt réfléchir à ses choix. Donc voilà, on va aborder ça par la question de ces établissements qui ont une certaine aura, un certain prestige, auxquels on associe des noms de grands patrons, de dirigeants, d'hommes politiques. On a tous en tête quelques noms de ces écoles, Polytechnique, l'ENA, Sciences Po, voilà. Alors, on en a parfois une définition un peu vague, et justement avec vous, on va essayer de cerner un petit peu plus ce que c'est qu'une grande école. Si on regarde les textes de l'éducation nationale, donc une grande école, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et qui assure des formations de haut niveau. Alors, en gros, on a un champ qui est assez spécifique à la France, où on a d'un côté l'université qui serait accessible à tous et des établissements qui recrutent à Bac+2 sur des concours qui se veulent méritocratiques et qui amènent les élèves jusqu'au master. Voilà. Alors, sur le principe, le recrutement, voilà, sur le mérite, sur des épreuves scolaires, etc. Mais aujourd'hui, on sait de plus en plus qu'il y a des questions de reproduction sociale, que on arrive à franchir ces étapes souvent quand on sort d'un certain milieu. Il y a un chercheur qui a travaillé sur ces questions qui s'appelle Stéphane Benveniste et qui a mis en avant que les enfants d'admis, de diplômés de grandes écoles avaient 80 fois plus de chances d'être admis. Alors, face à ce constat, les écoles essayent d'ouvrir leurs concours, de réfléchir à de nouvelles passerelles. Et justement, avec Maurice et Annabelle, on va se demander quelle est la marge de manœuvre possible, ce que ça change ou pas. Alors, on vous a déjà présenté les ouvrages de Maurice et d'Annabelle. Il y a des échos entre eux. Alors, vous avez le côté plus, vous êtes un ancien d'Audencia, Maurice. Et vous avez un côté plus enquête journalistique. Et vous, Annabelle, alors il y a aussi bien le mérite chez Anna Mosa, voilà, qui questionne un petit peu tout ce fonctionnement, avec aussi un côté historique, et le grand issue de votre thèse. Il y a des échos entre les deux sur l'accessibilité, ce formatage aussi, le rôle des émotions, et on va parler de tout ça. On va commencer avec vous, Annabelle. Justement, alors voilà, pour comprendre un petit peu mieux ce que sont ces grandes écoles, vous me disiez que vous vouliez bien faire un petit point historique parce que voilà, les écoles, au départ, ça se construisait un peu aussi contre une société d'ancien régime. Enfin, c'était aussi une idée de mérite, voilà.
Absolument. Merci beaucoup de l'invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci à la Bibliothèque de la Ville de Paris et en particulier à la Bibliothèque Couronne de cette invitation. Je suis très impressionnée par le fond qui est autour de moi. Donc, je suis une bibliophile. Je reviendrai très rapidement ici, je pense. Et puis merci évidemment pour la question. Du point de vue de la définition, évidemment, souvent quand on entend parler des grandes écoles, notamment dans les médias, souvent une sorte de fourre-tout. Il y a dans la définition grandes écoles, beaucoup d'écoles qui sont finalement extrêmement différentes dans les statuts et dans les disciplines ou les champs disciplinaires qu'elles couvrent. On a les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, donc les techniques, écoles de commerce, le plus visible, c'est souvent HEC, les SEC, le SCP, l'EDEC qui est à Lyon, qui s'appelle mais Audencia à Nantes. On a aussi les business schools. Je fais un peu fait un pont entre ce que vous et par ailleurs, évidemment, ils font écho elles-mêmes dans les classements, notamment de médias, parce que les médias font aussi partie du champ des grandes écoles, et je voudrais y revenir avec vous, aux business schools américaines, et notamment à celle qui est sans doute la plus connue, la Harvard Business School. Donc, école de commerce, école d'ingénieur, et par ailleurs un ensemble d'écoles assez disparates, plutôt littéraires. L'école normale supérieure étant la plus célèbre et l'une des plus anciennes, mais je reviendrai, littéraire et scientifique, qui vise à former des chercheurs. Et d'autres écoles, dont celle où je vais sans doute parler le plus aujourd'hui, c'est Sciences Po Paris et les instituts d'études politiques, donc les Sciences Po qui sont dans plusieurs villes de région. Au-delà de cet ensemble disparate qui se caractérise vraiment par en fait leur sélection, leur travail de sélection et de formation, donc un travail de sélection par concours précoce avec une formation intensive souvent, pas toujours, et ça je pense que je reviendrai sur les écoles de commerce, intensive et aussi qui vise des petits groupes, des petites promos. On n'est pas dans les grandes promos de l'université, des facs de droit, de psycho ou de médecine, on est en général plutôt sur des petites promotions. Donc ça, c'est pour les caractéristiques un peu institutionnelles. Mais ce qui caractérise en fait les grandes écoles, c'est leur référence à l'histoire. Les plus élitistes ou les plus prestigieuses s'inscrivent ou souhaitent s'inscrire ou essayent de s'inscrire, parfois un petit peu désespérément, dans une histoire longue qui revient toujours au même point, la Révolution française. La Révolution française, c'est un peu le point, par convention, ce qu'on désigne comme le point de naissance, ou le moment de naissance des grandes écoles. C'est pas tout à fait vrai, en fait, finalement. Mais on considère que les grandes écoles, en France, sont nées avec la fin de l'Ancien Régime, la volonté de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la volonté, en fait, de sélectionner, en particulier les fonctionnaires d'État, ceux qui auront une responsabilité dans le nouvel État, dans le nouveau régime républicain. Donc, les grandes écoles, elles sont associées et ça, elles incarnent en fait le mythe méritocratique de la nouvelle République qui découle de l'Ancien Régime. Dans l'Ancien Régime, on acquiert une charge publique où on accède à une position sociale selon sa naissance, selon son origine, évidemment. Dans le nouveau régime qui est introduit par la Révolution française, cette logique-là se retourne et la légitimité politique des élites, elle est associée à la reconnaissance d'un talent. Ce qui suppose que l'État se dote d'espace pour identifier et former ces talents. Et c'est le cas notamment avec les premières grandes écoles napoléoniennes, et en particulier Polytechnique et l'École normale supérieure, aujourd'hui École normale supérieure PSL, Paris Sciences Lettres, et entre-temps ENS Île-Nord, dans le 5e arrondissement de Paris. Ça, c'est un peu l'histoire officielle. Toutes les grandes écoles se réclament de cet idéal méritocratique qui lutterait contre caractère autoritaire et arbitraire de l'Ancien Régime. La vérité, je finis ma phrase, je suis très bavarde, comme tout le monde. C'est très clair. La vérité est un peu plus compliquée que ça. Quand on regarde l'histoire des grandes écoles, on s'aperçoit qu'il y a déjà des grandes écoles, et notamment dans l'armée, les formes de sélection par les concours, avant la Révolution française. Par exemple, l'école navale, c'est-à-dire que c'est la première école à organiser un concours qui vise à sélectionner
un public, non pas sur leur origine, sur dans l'appartenance à telle ou telle famille, mais, si possible aristocratique, mais sur le talent des candidats. Et pourquoi, d'où ça vient? En fait, c'est des logiques qui sont encore plus anciennes, qui peuvent même remonter, enfin, que j'identifie même jusqu'au Moyen-Âge, qui sont liées à la construction de l'État. À partir du Moyen-Âge, on construit un État centralisé et bureaucratique tel qu'on connaît aujourd'hui. Et pour construire un État, on a besoin, un État qui est une monarchie encore à l'époque, bien sûr, on a besoin de fonctionnaires de bureaucrates. Et pour avoir des bureaucrates, il faut sélectionner des gens dont on suppose qu'ils auront une compétence particulière. Et à partir de là, dans des discours d'acteurs qui sont initialement très minorisés, en quelque sorte, qui sont très minoritaires, puis qui deviennent de plus en plus puissants, on commence à avoir une petite ritournelle du mérite, du talent, de la nécessité de sélectionner les jeunes gens qui sont les meilleurs. Et c'est de là, finalement, de cette histoire un peu complexe, qui est une histoire, en fait, de la France, et de l'État français, que sont issues les grandes écoles. Je pourrais revenir à la Chine et à Platon, mais ce sera pour une prochaine question. Oui, pour une prochaine fois. Oui, voilà. Donc, vous faites bien ressortir cette opposition entre mérite et naissance, voilà, qui est au fondement de ces grandes écoles et qui pose toutes les questions sur l'ouverture sociale, justement, aujourd'hui, puisque cette question du mérite, voilà, elle est un petit peu, elle n'est pas toujours respectée. Enfin, il y a des failles. Maurice, alors voilà, Annabelle a déjà fait un petit peu un tableau d'aujourd'hui. Je comptais vous poser la question aussi sur ce champ des grandes écoles. Vous vous êtes centré sur les écoles de commerce. Alors, sur ces écoles de commerce, vous dites voilà que chacune essaye d'affirmer une identité et en même temps, elles se ressemblent tout un peu. Vous me parliez aussi au téléphone d'une homogénéisation entre Sciences Po, les écoles de commerce. Quel regard vous avez, quelle caractéristiques vous mettriez en avant pour cette définition des grandes écoles? Alors, ce qui est marrant, moi j'aimerais bien savoir, on peut faire comme ça, mais je ne sais pas comment a pu voir le phénomène du côté d'Annabelle, mais par exemple, les écoles de commerce se sont plutôt construites justement en dehors de ce cadre méritocratique-là. Parce que le grand truc des écoles de commerce, c'est que ça a été créé d'abord parce que les enfants de la bourgeoisie commerçante de la fin du XIXe siècle n'avaient pas le capital culturel, le capital social pour entrer dans les grandes écoles vraiment reconnues, c'est-à-dire Polytechnique et l'ENS. Et en fait, ça a été créé, les écoles de commerce ont été créées sous l'impulsion de deux grands commerciaux, dont je ne me souviens plus exactement, parisiens. De la Chambre de commerce de Paris, en fait, de la Chambre de commerce de Paris, mais sinon, toutes les écoles de commerce ne sont pas créées par la Chambre de commerce de Paris. Oui, tout à fait. Mais c'est pas tout ce que j'ai dit par ailleurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc, on a deux commerciaux qui poussent pour qu'on crée des institutions d'enseignement supérieur afin de permettre aux enfants de la bourgeoisie, et notamment de la bourgeoisie parisienne à l'époque, de pouvoir rentrer dans des grandes écoles. Et ensuite, elles sont construites a posteriori pour se calquer sur les schémas des grandes écoles de l'époque, c'est-à-dire avec de la sélection par classe préparatoire, des enseignements en 5 ans, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plutôt dans les retours que j'ai, en tout cas, parce que je n'ai pas fondamentalement enquêté sur les écoles d'ingé ni sur les instituts d'école politique, mais la description que je fais dans les écoles de commerce, c'est-à-dire de la petite part qui est prise dans l'enseignement, la petite part qui est prise dans l'enseignement, dans la formation des étudiants, et la part beaucoup plus majoritaire de tous les à côté, de la vie sociale, des associations. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus aussi, à la fois dans les instituts d'études politiques et aussi dans les écoles d'ingénieurs. Il y a les écoles de commerce qui voulaient se rapprocher du modèle méritocratique et finalement, c'est vrai, on a un modèle qui se tourne un peu plus vers le business, le côté, voilà. Vous parlez de quels instituts d'études politiques? Je parle de Sciences Po, par exemple, et puis quasiment de tous les autres. La réforme, elle est okay. La réforme, elle date de 2001. Hein. Oui, on en reparlera après. Alors, justement, sur ces questions de concours et de réforme, en fait, quand on parle de concours, on a souvent l'image de quelque chose d'assez impartial, voilà, sur des épreuves scolaires. Et quand on vous lit tous les deux, là, il y a vraiment un écho. Vous déconstruisez un peu ces épreuves de concours. Vous allez jusqu'à parler un peu de mascarade pour certains oraux, Maurice. Et vous, Annabelle, vous nous rappelez
En fait, voilà, ils sont pas toujours créés pour les raisons qu'on imaginerait, ces concours. Vous prenez l'exemple de Sciences Po dans votre livre sur le mérite. Alors, si vous pouvez nous expliquer un petit peu, voilà, c'est pas toujours des concours qui sont créés pour sélectionner les plus méritants. Tout à fait. Alors, peut-être en préambule, pour aller dans le sens de Maurice, effectivement, les écoles de commerce ont cette caractéristique d'être non sélectives initialement, dans un système scolaire qui est encore extrêmement élitiste et destiné effectivement aux ce qu'on appelle parfois les fils à papa, c'est-à-dire les enfants qui sont issus eux-mêmes de familles qui possèdent des entreprises, hein, tout simplement, dans divers types de secteurs. Les écoles de commerce méritocratisent et leur succès, on va dire, elles sont couronnées de succès en 1995, où il y a la deuxième année de classe prépa HEC, enfin, dite prépa HEC à l'époque, maintenant prépa EC. Voilà, avant le concours était à Bac+1. Exactement. Absolument. Et donc, il n'y avait pas de concours, puis création d'un concours, puis petit à petit, ils arrivent à capter un public d'excellents élèves scolairement. Donc ça, c'est pour la parenthèse école de commerce. Donc effectivement, le concours de Sciences Po Paris est sur lequel j'ai particulièrement travaillé, pas exclusivement, mais particulièrement, notamment dans ce livre-là, est particulièrement intéressant parce que quand on regarde les archives à la fois de Sciences Po et de tout un ensemble d'institutions qui fonctionnent autour de Sciences Po Paris, dont les instituts d'études politiques dans divers que j'ai cité auparavant, Strasbourg, Aix, etc., Lille. Ce qu'on voit en fait, c'est que les concours ne sont pas nécessairement le produit d'une volonté de créer de la méritocratie. C'est-à-dire que organiser un concours pour une grande école, dans un premier temps, c'est aussi mettre en place un levier, un instrument d'exclusion de certains publics dont on ne veut pas. Et ça c'est pas quelque chose qui est ni propre à Sciences Po. Par l'école de culture générale, par exemple. Oui, j'y reviendrai. Ni propre à Sciences Po, ni propre à la France. Dans toutes les institutions d'élite qui ont pour objectif de former des élites politiques, administratives et sociales, on voit des publics qui sont désignés comme indésirables. Aux États-Unis, par exemple, on produit le concours, on met en place des formes de sélection plus scolaires, alignées sur des épreuves scolaires dans les Ivy League, c'est-à-dire dans les grandes universités de la côte est américaine, notamment Harvard, pour exclure des populations juives. En fait. Soyons clairs. C'est des mesures antisémites qui sont mises en place en fait par des publics qui sont WASP, c'est-à-dire White Anglo-Saxon et Protestant, qui sont en fait les élites bostoniennes et qui veulent capter en fait garder un pouvoir sur ces institutions universitaires d'élite, tout simplement. Donc, elles mettent en place un concours, et ça, c'est un livre, très beau livre d'un sociologue américain qui s'appelle Jérôme Karabakh, qui l'explique très bien, qui s'appelle The Chosen, les élus. Ils expliquent que l'élection scolaire par le concours, elle est liée à cette volonté d'exclure. Et on voit exactement la même chose en Grande-Bretagne quand on regarde le concours d'Oxford, les modes de sélection d'Oxford ou de Cambridge. Oui, parce que juste, on a oublié de le dire, votre livre sur les portes des grandes écoles, en fait, vous comparez les Sciences Po et Oxford. Voilà, vous faites un parallèle, vous aidez à élargir un petit peu le champ. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment exclure en fait les filles dans un contexte de féminisation du système scolaire. De plus en plus de filles tout au long du XXe siècle qui arrivent au secondaire et à l'équivalent du baccalauréat et au baccalauréat en France, l'idée c'est de facto de les exclure. Et Sciences Po, l'école libre des sciences politiques jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, a un quasi-monopole sur l'accès aux grands corps d'État. L'ENA, avant la Seconde Guerre mondiale, avant De Gaulle, n'existe pas. Et c'est l'école libre des sciences politiques qui, en l'occurrence, distribue les places en quelque sorte, mais qui est une sorte de prépa pour rentrer dans les grands corps, Conseil d'État, Inspection des finances, Cour des comptes, vous me dites si c'est pas clair. On est avant 44 et on est en 1944, comme vous savez, c'est le droit des femmes au vote, le droit de vote des femmes. On est avant 1944. Que faire de ces filles qui arrivent au lycée et qui tapent à la porte de l'école libre des sciences politiques? Coucou, on est là, nous, on veut rentrer dans les grands corps d'État. Donc c'est là qu'on instaure le concours. Exactement. Et c'est là, et j'en parle dans ce livre-là et dans le livre précédent, Mérite,
Et dans les archives de Sciences Po, c'est extrêmement clair. Alors, je n'étais pas hyper contente de trouver ces archives, très franchement. Ça m'a fait tout petit peu. En fait, clairement, ils disent, nous, on ne veut pas de filles. Des filles viennent à Sciences Po, à l'école libre des sciences politiques, pour trouver des maris. On ne pense pas qu'elles ont les qualités pour faire des hauts fonctionnaires de demain. Ça reste encore l'objectif de notre institution. Et donc, ils organisent un concours spécifique aux filles, un concours scolaire, avec des épreuves en plus. Il faut vous imaginer un concours où, quand on est une fille, on a deux épreuves en plus que les garçons. Ça disparaît assez vite, mais il y a toujours, en fait, ce petit discours lancinant de lutte contre la féminisation du scolaire. Donc en fait, les concours, enfin avec leurs épreuves, sont pas à prendre en tant que telles, voilà, comme un absolu, ils sont toujours à replacer dans une époque. Alors vous avez décrypté un peu ces épreuves en école de commerce, vous les avez vécues. Sur les oraux, voilà, vous dites que parfois ça peut fonctionner comme un jeu de dupe entre les jurys et les candidats qui savent plus ou moins ce qu'on attend d'eux. On sait qu'il y a une sorte de jeu de rôle, en fait, il y a un côté artificiel aussi qui est compris par les candidats. Autant là où les concours écrits sont là pour vérifier les connaissances et la maîtrise des connaissances académiques de la part des étudiants, avec des épreuves qui sont travaillées en fait quasiment pendant 2 ans, voire 3 ans pour certains étudiants, avec quand même un haut niveau de technicité et d'approfondissement, que ce soit en mathématiques par exemple, ou même quand on est en classe préparatoire à HEC, on arrive à des mathématiques qui sont quasiment du niveau de L2, L3 de mathématiques. Pareil, en philo, on peut aller très très loin sur les thématiques, etc. Autant, et surtout, c'est pendant les épreuves écrites que va se jouer la plus grande partie de la sélection. C'est-à-dire que le plus gros écrémage va se faire en fait à l'écrit. Ensuite, à l'oral, en général, c'est plus pour une confirmation de votre. Une fois que vous avez réussi vos écrits, vous êtes déclaré admissible aux oraux, et donc là, vous passez les oraux. Et à part pour quelques écoles qui sont excessivement sélectives, notamment HEC, l'ESSEC et l'ESCP, qui sont les trois meilleures écoles de commerce françaises. Ensuite, pour toutes les autres grandes écoles de commerce françaises, mais qui sont moins prestigieuses, l'UNSA par exemple dans la boucle. Dans les 6 premiers. Oui, alors ça varie là aussi. Voilà, dans le premier décile, on va dire. Et il se trouve que les oraux, c'est un moment où on va, ce qu'on appelle dans l'entreprise, étudier vos soft skills, c'est-à-dire vos capacités humaines, à savoir bien vous exprimer, savoir bien écouter, savoir bien communiquer, savoir se vendre, en l'occurrence. Et ça, il suffit de s'entraîner un petit peu, faire 2-3 euros d'entraînement. Et en fait, la seule chose que vous allez apprendre, c'est comment savoir séduire la personne qui est en face de vous. Ça ne vous demande aucune compétence particulière, aucune compétence technique, aucun savoir académique. Il suffit juste d'exister un petit peu, savoir comment exister, et de savoir, de prévoir un peu ce que la personne en face de vous attend. Qu'est-ce qu'elle attend? C'est rester un peu dans les clous, c'est-à-dire pas avoir des idées complètement ubuesques, et quand même avoir des idées qui sont un petit peu originales. Voilà. Et alors, je cite, il y a une histoire dans mon livre, où il y a un étudiant, je ne me souviens plus comment je l'appelle dans le bouquin, on va l'appeler Sébastien. Sébastien a passé le concours de l'EDEC à Lille, donc qui est quand même une école très prestigieuse. Et au concours, donc il est vraiment bien dans les clous, il a un petit sujet à traiter. Ensuite, on lui demande qu'est-ce que tu aimerais faire. Alors moi, j'aimerais bien bosser, pourquoi pas en finance, mais après, je ne me ferme pas les portes, je bosserai aussi très bien en conseil s'il le faut. Et il fait un petit truc absolument original. C'est qu'il a ramené alors je crois que c'est une flûte. Il a ramené une flûte à son oral et il joue le générique du bon, le bon, la brute et le truand. Voilà. Et il le fait super mal, c'est une catastrophe. Le jury en face de lui, il le regarde, mais pourquoi ce mec a fait ça? Et il repart, il se dit jamais ils vont me prendre. Et en fait, ils l'ont pris parce qu'il était pile poil dans le côté très très commun et dans l'originalité sans être une outrance complète, quoi. Et donc c'est ce jeu-là qui se met en place et c'est juste une espèce de validation et c'est presque un premier rite de passage dans l'école plus que véritablement une épreuve de sélection. C'est un peu le candidat qui choisit son école, l'école qui choisit son candidat. Ouais, quasiment, à part pour vraiment les 3 premières où là il y a de la sélection, mais pour le coup il y a de la sélection dans les 3 premières parce qu'elles ont encore, c'est les seules qui ont encore des épreuves académiques avec des maths ou de la philo ou de l'histoire.
Alors aujourd'hui, voilà, c'est cette question des biais sociaux du capital avec lequel on arrive, enfin, se pose. Les écoles, alors Sciences Po en tête, ont commencé à changer leur concours, à ouvrir de nouvelles voies d'accès. Dans votre livre, vous dites qu'il y a une éthique de la diversité qui est maintenant prise en compte. Enfin, on ne choisit plus seulement un élève comme ça, indépendamment de toutes ses caractéristiques sociales. On doit aussi diversifier ses promotions. Oui, tout à fait. Donc, en 2001, le directeur de Sciences Po à l'époque s'appelait Richard Descoings. Et Richard Descoings met à tous ses collègues des grandes écoles et des classes préparatoires ce qui sera appelé une gifle, pour reprendre une tribune célèbre d'enseignants à Henri IV, qui s'appelle la gifle de Sciences Po, que vous pouvez trouver encore en ligne. Et la gifle de Sciences Po, c'est quoi? C'est l'instauration d'un dispositif d'ouverture sociale qui s'appelle les conventions d'éducation prioritaire. À partir de 2001, Sciences Po met en place une troisième voie du concours, en parallèle de l'examen traditionnel, de l'examen d'entrée traditionnel et des concours de voie internationale pour les étudiants ayant fait leur scolarité à l'étranger. Une voie qui vise en fait des publics scolairement bons, mais qui sont issus globalement de zones d'éducation prioritaire, des politiques d'éducation prioritaire, des territoires concernés par l'éducation prioritaire. Dans un premier temps, ensuite, ça s'élargit notamment à la question de la ruralité. Et le but, c'est vraiment diversifier au forceps, en quelque sorte, les grandes écoles en allant chercher les bons élèves là où ils sont. Et ils mettent en place tout un ensemble de réformes. Des conventions d'éducation. Oui, exactement. Les acteurs autour de Richard Descoings mettent en place des nouvelles formes de sélection. Et au-delà de ça, donc plutôt fondé sur l'oral, qui est censé désormais être plus juste que l'écrit, et au-delà de ça, ils mettent en place, et c'est en ça que c'est une gifle pour tous les autres acteurs des grandes écoles, ils instaurent une forme de nouvelle morale de la diversité, par laquelle tous les acteurs des grandes écoles devront passer pour continuer à être légitimes dans ce champ de l'enseignement supérieur. C'est en ça que Richard Descoings, et souvent les acteurs me disent c'est un coup de génie, c'est un coup risqué, c'est un coup de génie. Il a instauré une nouvelle forme de morale qui n'était plus fondée sur une lecture méritocratique concentrée sur les concours par écrit, mais sur la diversité, donc issue en plus du management des ressources humaines, etc., de la responsabilité sociale des entreprises, appliquée aux grandes écoles, une nouvelle forme de morale, une nouvelle forme d'éthique. Alors, même si cette ouverture sociale se fait, vous me disiez, Maurice, qu'il peut y avoir aussi des freins psychologiques. On parlait de la question. Alors, il y a ces écoles, certaines écoles aussi dans lesquelles les élèves sont fonctionnaires, à l'école supérieure. Il y a des écoles qui sont gratuites, puis il y a des écoles qui sont quand même assez chères. Et le contexte fait que les frais de scolarité s'envolent aussi. Et voilà, il y a des freins par rapport à ça. J'espère que la sociologue qui est à côté de moi va me contredire, mais c'est un grand truc, c'est-à-dire que moi à l'époque quand j'étais en école de commerce, globalement il fallait une scolarité en école de commerce où vous rentriez après la prépa, vous faisiez 3 ans, ça coûtait 35 000 euros pour 3 ans, ce qui est quand même déjà colossal. Et à l'époque on me disait oui bon alors avec un emprunt, si tant est que vous ayez un prêt à 0%, bon voilà, vous sortez, vous faites de la finance, vous avez un salaire à 2500 net, vous remboursez 800 euros de mensualité, bon globalement vous pouvez vous en sortir. À l'époque. Bon, on va mettre du coup de côté l'aspect financier, mais il y a quand même dans les familles qui viennent, enfin, les étudiants qui viennent de milieux populaires. Moi, je le vois beaucoup parce que je bosse dans une prépa, enfin, je suis bénévole dans une prépa qui est ouverte qu'aux étudiants issus de milieux populaires qui préparent les concours aux écoles de journalisme, donc c'est pas encore tout à fait le même niveau de l'école, mais c'est la chance au concours. La chance au concours, voilà. Mais déjà, on voit que des étudiants qui viennent de milieux populaires, voire vraiment défavorisés. Bon, premièrement, en termes de capital culturel, c'est-à-dire des connaissances de base qui sont partagées par à peu près toute l'élite et qui facilitent en tout cas l'intégration et la réussite des concours, ils en sont très très loin. Donc forcément, ils partent déjà de très loin et ça se ressent après dans tous les autres concours. Et il y a aussi évidemment une barrière symbolique, c'est-à-dire que déjà, une barrière de connaissance, c'est-à-dire que c'est des milieux, il faut savoir comment est-ce qu'on y rentre. Ensuite, quelles carrières vont s'ouvrir à nous, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on apprend. Une fois qu'on a le diplôme, comment est-ce que on arrive
à avoir un emploi, comment est-ce qu'on développe une carrière, etc., etc. Et puis tout simplement, il y a plein d'étudiants qui jamais ne penseraient pouvoir rentrer dans ces institutions-là et faire les carrières qui vont ensuite. Bon, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez constant par ailleurs dans l'histoire des grandes écoles. Maintenant, il se pose un autre truc. Alors, là, je vais juste prendre les écoles de commerce. C'est que il y a 10 ans, c'était 30 000 euros. Maintenant, on monte à 60 000 euros, par exemple, pour certaines grandes écoles, notamment HEC. Parce qu'elles s'inscrivent aussi dans une compétition internationale. Alors, j'ai essayé d'aller vite là-dessus, mais globalement, les grandes écoles de commerce, comme les écoles d'ingé par ailleurs, sont dans une compétition internationale où il y a des classements qui sont de plus en plus prescripteurs, notamment, alors il y a celui du Financial Times qui est très important. Donc, leur but, c'est de figurer au maximum le plus haut possible, bien sûr, dans ces classements. Pour y figurer, notamment, il faut avoir de très hauts scores en recherche universitaire. Et donc, du coup, il y a un espèce de, alors c'est un des points, il y a un espèce de mercato, comme pour le foot, hein, de mercato d'enseignants-chercheurs qui sont débauchés des fortunes qui vont être payés pour publier en fait dans des alors, on reviendra sur le salaire des enseignants-chercheurs. Alors, des enseignants-chercheurs dans les grandes écoles, enfin, ça peut monter à quasiment 10 000 euros par mois pour un enseignant-chercheur. Donc voilà, à l'université, c'est pas du tout le même délire. Donc, on en arrive à des enseignants qui sont payés une fortune, qui ne vont servir que pour permettre aux écoles de monter dans les classements, et dont l'enseignement ne servira absolument pas, et la recherche ne servira absolument pas aux étudiants. Donc, aussi, c'est un peu scandaleux. Donc ça coûte très cher. Les écoles aussi sont parties dans une course à la construction de nouveaux campus, parce que leur campus commence à vieillir, ils ont de plus en plus d'étudiants, et donc forcément il faut investir, et ça c'est des millions. Là, dans le top 5 des écoles, là en un an, ils ont augmenté leur budget de quasiment 10% plus, ce qui est quand même assez colossal. Et enfin, il y a un autre aspect qui est très important, c'est que tout ça se passe dans un contexte où l'État se désengage de plus en plus dans les écoles de commerce. Alors, il y avait des écoles de commerce qui étaient financées notamment en partie par les CCI, et donc de façon la Chambre de commerce et d'industrie. Par la Chambre de commerce et d'industrie. Et depuis le premier quinquennat Hollande, de plus en plus, elles se désengagent au point, par ailleurs, de quasiment plus donner d'argent. Alors, ce qui a plusieurs implications, notamment sur le rôle de l'État dans l'enseignement et dans la formation des managers, mais surtout ce qui a pour conséquence que du fait que les écoles aient moins de fonds, et la meilleure façon pour gagner des fonds, c'est d'augmenter les frais de scolarité, d'augmenter le nombre de leurs étudiants, et aussi de faire financer des programmes par des grandes entreprises. Donc, on arrive à des choses complètement ubuesques. Vous avez Ferrero qui est responsable de la moitié de la déforestation en Indonésie, qui finance des programmes de RSE dans des écoles de commerce. Et du coup, juste pour finir il y a un autre truc qui est très important sur le financement, c'est qu'on en arrive ensuite, on va donner la parole à Annabelle sur l'insertion, sur les classes populaires, etc. Mais c'est que toutes les écoles affichent justement cette volonté d'ouvrir à des plus grandes universités, à diverses origines sociales, etc. Sauf qu'on en arrive pour augmenter leur frais de scolarité. Elles créent de nouveaux programmes. Parmi ces programmes-là, il y a ce qu'on appelle les BA, qui sont des bachelors, c'est-à-dire c'est des programmes post-bac, bac plus 3. Vous pouvez rentrer sans classe préparatoire avec des concours. Mais là, on n'est plus dans le programme grande école. On n'est plus dans le programme grande école, mais c'est toujours les grandes écoles quand même qui le mettent en place. On n'est plus dans le programme grande école, mais c'est important parce que du coup, c'est des programmes qui ensuite donnent des passerelles pour rentrer dans les programmes grande école. Et en fait, là où avant, vous passiez 2 années de classe préparatoire, qui était gratuite par ailleurs, pour rentrer ensuite dans le programme grande école, vous allez pouvoir rentrer directement en post-bac sur le seul critère. Alors, il y aura toujours un petit concours, mais en général, pas possibilité, qui est le seul critère de l'argent, parce que c'est des programmes qui coûtent là immensément cher. HEC, ils vont en lancer un cette année, qui coûte 71 000 euros pour 3 ans. Et donc, de fait aussi de leurs besoins de financement, elles créent de plus en plus des programmes qui, pour le coup, sont pas du tout ouverts pour la diversité. Donc ça fait des nouvelles passerelles en fait vers les programmes grande école et qui sont pas du tout des passerelles là, pour l'accessibilité, qui sont des passerelles vers des personnes qui sont déjà nées dans des milieux plus favorisés. Sur cette question de l'ouverture sociale, finalement le résultat, parce qu'on en a beaucoup parlé, les décisions de Sciences Po en 2001 ont fait couler beaucoup d'encre, mais finalement sur le terrain,
Dans votre livre, Maurice Medina, vous dites que voilà, c'est quand même très homogène socialement, les écoles de commerce, si on regarde à l'échelle plus large, Annabelle. Oui, c'est exactement le même constat. Après, ce qui est intéressant avec l'ouverture sociale, c'est souvent on oublie de rappeler que les grandes écoles sont mises en place pour former des élites sociales. Elles ont un public qui scolairement et donc socialement est élitaire. La massification, la démocratisation, elle se fait par une autre institution qui s'appelle l'université. Pardonnez-moi d'être un peu corpo universitaire, mais c'est vrai en fait. L'accès à partir des années 60 et du début des années 60, la massification de l'accès au lycée, au baccalauréat, puis dans l'enseignement supérieur, elle se de classe moyenne et d'élèves de milieu populaire pour aller très vite, elle se fait principalement par l'université, pas par les grandes écoles, qui restent extrêmement homogènes. Pour répondre sur les effets de l'ouverture sociale, on a un peu de distance maintenant, puisqu'elles ont ces dispositifs ont maintenant plus de 20 ans. Donc on les retrouve d'ailleurs dans pratiquement toutes les grandes écoles désormais. Pour le cas de... On peut citer peut-être quelques dispositifs. Vous avez regardé pour le dispositif de l'ESSEC, enfin, voilà, qui élargit... Absolument. Parmi les dispositifs en phase de Sciences Po, vous avez assez rapidement donc l'ESSEC qui est considéré comme la deuxième plus grande école de commerce. En général, si on en croit les classements, qui lance en 2003, autour de 2003, un autre programme qui s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi, et qui repose non pas sur le changement de concours, mais contrairement à Sciences Po, sur une forme de prépa à la prépa en quelque sorte. L'idée, c'est toujours d'identifier de bons élèves issus du milieu populaire, en général qui habitent dans une zone, qui sont scolarisés dans une zone d'éducation prioritaire, mais de les former dès la seconde et de les mener jusqu'à la prépa. Donc c'est une autre solution. Et en salle, l'ESSEC, très clairement, le programme de l'ESSEC s'oppose à Sciences Po. Et le programme de l'ESSEC va avoir relativement, et en fait, finalement, et au vu des changements du champ des écoles de commerce, peu d'impact sur la diversification, démocratisation des grandes écoles, mais il va avoir beaucoup d'impact en termes de politique éducative. Pourquoi? Parce que ce programme-là, il va être validé en 2008 par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est Valérie Pécresse qui était à l'époque ministre, qui a désormais d'autres fonctions, que vous connaissez sans doute, qui décide en fait de transformer cet essai de PQPM, une grande école pourquoi pas moi, dans les cordées de la réussite. Et les cordées de la réussite, peut-être qu'en avez-vous déjà entendu parler, c'est un dispositif dans les lycées qui vise à construire une cordée entre des établissements d'enseignement supérieur et des lycées pour justement assurer une meilleure orientation, une meilleure connaissance des élèves de l'enseignement supérieur, et notamment des filières, mais pas exclusivement les plus élitistes. Mais en termes d'effets, par exemple sur Sciences Po Paris, il n'y a pas d'effet majeur. Alors oui et non. On considère que pour les étudiants qui en ont bénéficié, les quelques étudiants qui en ont bénéficié, il y a eu un effet majeur en termes d'accès à une formation, à des stages, à une carrière, notamment dans le secteur privé. Mais c'est pas un effet de masse, tout simplement. C'est-à-dire un effet qui a un impact statistique sur les cohortes. Tout simplement parce que ces dispositifs, c'est des dispositifs qui reposent sur un principe d'individualisation du traitement des inégalités. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot barbare? Ça veut dire qu'on prend plutôt que la classe ou la zone d'éducation prioritaire comme unité de traitement des inégalités, on prend l'individu. On identifie la fille ou le garçon qui habite à Argenteuil, à Saint-Denis, à Bondy, et on le forme pour qu'il rentre à Sciences Po Paris. Ce qui suppose qu'on investit beaucoup dans cet élève-là, qui en bénéficie en général, mais qu'on ne traite qu'un élève, aucune dizaine, aucune centaine d'élèves, contre l'ampleur des inégalités sociales. Donc, la solution en elle-même, elle porte le germe de son non-effet, en quelque sorte. Et en parallèle, il faut prendre en compte, et ça Maurice l'a dit très clairement, les grands changements que connaissent les grandes écoles depuis les années 2000. Donc, je laisserai parler pour les écoles de commerce et tout ce que vous avez dit sur le financement des écoles de commerce. Mais les IEP et notamment Sciences Po Paris, c'est exactement la même chose. Au moment où on produit l'ouverture sociale, Sciences Po a le feu vert et les deux politiques sont faites par le ministère pour lancer des tarifs, pour augmenter ces tarifs d'entrée, c'est-à-dire ces frais d'inscription. Il y a tout un barème en fait selon l'origine sociale. Absolument. Et du coup,
ça permet à Sciences Po également de se réformer, d'augmenter son budget, donc de se réformer, etc., etc. Et cet effet-là, il est extrêmement visible quand on est en cours à Sciences Po, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet en termes de censure de la part des élèves, même si ça accompagne des politiques et d'ouverture sociale et d'aide par la bourse, de reconnaissance de la bourse, hein, du statut boursier, sur critères sociaux. Il va avoir un effet qui va se traduire par un resserrement de l'origine sociale des élèves, soit tout en haut de l'échelle sociale, soit par l'ouverture sociale tout en bas. Vous voyez ? Et en fait, avec ces effets, les effets pervers et paradoxaux de ces dispositifs-là, c'est que en fait, avec toutes ces réformes, ce qui est siphonné en quelque sorte, ce sont les publics des classes moyennes. Publics des classes moyennes qui ne sont pas les publics de l'ouverture sociale et qui ne peuvent pas se permettre de payer des milliers d'euros pour une seule année, que ce soit à Sciences Po ou encore moins à HEC. Et là, on en est là véritablement. C'est-à-dire que il y a eu une petite amélioration par l'ouverture sociale, mais par ce traitement individualisé de l'ouverture sociale, mais il y a surtout eu en fait un glissement vers le haut et un siphonnage des classes moyennes avec ce qu'on appelle parfois dans les grandes écoles des zones blanches, c'est-à-dire que les grandes écoles pour leur concours ont souvent des cartes, par exemple de la région parisienne, ils savent d'où viennent les candidats, à la fois les admis et les candidats qui passent le concours. Et vous avez des zones blanches, donc notamment par exemple le sud de l'Essonne, certaines zones de la Seine-et-Marne, qui sont en fait des zones périurbaines, mais qui n'envoient jamais personne à Sciences Po Paris. Or, c'est dans ces zones-là qu'on trouve des petites classes moyennes, des catégories intermédiaires, etc., etc. Donc, les effets de l'ouverture sociale, souvent dans les médias, on dit c'est bon ou c'est pas bon. En fait, c'est les deux. Il faut simplement avoir un petit peu de... Enfin, j'essaie d'avoir un peu de nuance avec mes collègues. Non, mais c'est vrai que souvent dans les médias, on va se focaliser peut-être sur la success story, en oubliant un peu toute la construction en fait du dispositif qui est beaucoup plus complexe et sur lesquels on pourrait poser peut-être des questions après. On va peut-être juste... alors, le titre de la table ronde, c'était les grandes écoles sont des espaces d'émancipation. Voilà, en fait, vous parlez d'autoroute pour l'emploi. C'est vrai que si on regarde aussi les chiffres d'insertion de la conférence des grandes écoles, c'est assez impressionnant. Enfin, il y en a 68% qui auraient trouvé leur premier emploi avant la sortie de l'école, 85% en CDI, 86% recrutés en moins de 3 mois. Voilà. Ça. Alors, qu'est-ce qui fait cette efficacité des écoles? Maurice, vous décryptez dans votre ouvrage en fait cette formation dans une sorte de bulle aussi, qui n'est pas qu'une succession de cours, c'est aussi un peu une sorte de conditionnement. C'est l'acquisition d'un réseau en fait qui donne ce ticket pour la réussite. Qu'est-ce que vous retirez de cette enquête? Alors la réussite, elle passe par le réseau. Alors le réseau, c'est un truc un peu subtil. C'est pas du tout un peu l'image qu'on peut s'en faire, c'est-à-dire qu'on rencontre plein de gens, qu'on va les voir en leur disant est-ce que tu peux m'avoir un poste. Le réseau, c'est des choses un peu subtiles, c'est le fait d'être tous sur un même groupe Facebook où quelqu'un va balancer une offre d'emploi et quasiment un petit bout de la promo va répondre à cette offre d'emploi et en fait, vous mettez des emplois comme ça, des stages, des alternances, des CDI, des recherches de postes qui circulent dans des cercles fermés. On a aussi le fait que quand vous recevez un CV d'une personne qui a fait la même école que vous avez, peu importe ce que vous dites pour vous donner bonne conscience, mais le réflexe premier de vous dire que après tout, on a fait la même école, ça vous fait quand même un point commun et tout de suite un affect positif. Bon, alors il y a tout ça. Il y a déjà le réseau qui vous permet forcément une intégration sur le marché du travail assez rapidement. Sur le fait qu'on vous forme aussi à des métiers, c'est une vaste question, que vous sortez et que vous puissiez travailler rapidement dans des entreprises, peu importe à peu près le métier, mais que vous serez efficace. Comment est-ce qu'on produit de l'efficacité? Premièrement, et c'est pour ça que les classes préparatoires ont quand même encore une utilité, même si elles perdent en vitesse dans les grandes écoles, c'est que la classe préparatoire vous apprend à bosser très vite et très bien, et à être capable de bien vous organiser et
aussi de respecter les ordres qu'on vous donne. Peut-être je vous interromps juste là-dessus. Vous avez parlé dans votre ouvrage du livre de Muriel Darmon, qui a beaucoup travaillé sur les classes préparatoires. Tous les deux, vous en parlez, et c'est vrai que ça montre ce dispositif de mise au travail des classes préparatoires. Je vous laisse continuer. Ouais, tout à fait. Mais Bourdieu aussi en parlait. Je vais parler de thèse de Bourdieu parce que... je n'ai pas prononcé ce mot. Donc oui, la mise au travail des étudiants de classe préparatoire. Et puis ensuite, quand ils arrivent en école de commerce, alors, je l'ai fait schématiquement, mais globalement, d'un coup, c'était des espèces de moines reclus dans leur petite chambre à travailler 50 heures par semaine, à préparer leur dissertation comme il fallait, leurs exercices de maths, et à sortir à la marge. Et puis d'un coup, ils ont un monde ouvert de beuveries quasiment infini, des cours qui n'ont aucun intérêt, seulement par le cours de leur contenu, mais aussi dans la forme, puisque de toute façon, qui valident pas leur partiel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour leur carrière future, et le niveau des partiels est en général si faible que de toute façon ça leur sert à rien de suivre les cours. Et donc là où en fait le jeu de l'école glisse du volet académique vers plutôt le volet associatif. Et donc notamment en école de commerce il y a ça, mais il y a aussi ça de plus en plus dans les IEP. Vous allez apprendre ce pourquoi vous allez travailler plus tard dans les associations, c'est-à-dire en faisant de la gestion de projet. En général, c'est exactement ce qu'ils font en Qu'est-ce qu'il y a comme type d'association? Vous avez en général le bureau des étudiants qui s'occupe d'organiser les soirées des étudiants, le bureau des arts qui s'occupe d'organiser la vie artistique et culturelle de l'école. Vous avez en général beaucoup de voile aussi, non? Voilà, il y a les clubs de voile, je crois qu'il y a des clubs de voile, il y a plein de clubs de sport, enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a quelques associations humanitaires aussi qui gagnent un petit peu plus en notoriété, mais moi à l'époque où j'étais il y a 10 ans, c'était si vous vouliez exister socialement dans l'espace de votre école, si vous vouliez être quelqu'un de cool et vous ouvrir certains réseaux, il fallait surtout pas faire d'école humanitaire. Enfin, il fallait surtout pas faire d'association humanitaire parce que c'était un peu pour les gens qui étaient un peu les baba cool de l'école, quoi, si vous voulez. Maintenant ça va un petit peu mieux, mais quand même à l'époque c'était pas très bien vu de faire une association de babos. Voilà. Et alors pour terminer, non mais donc quand on passe par une association, on se forme en fait. Voilà. Et en fait vous vous formez parce que alors si vous êtes trésorier de l'association, vous allez vous former à la comptabilité, à la finance, ce qu'on appelle la finance d'entreprise. Quand vous allez commencer à gérer les projets, vous allez tout simplement apprendre à faire de la gestion de projet, planifier des choses, contacter des prestataires, manager des personnes pour que ce projet soit mené à bien. Exactement ce que vous allez pouvoir faire ensuite plus tard quand vous serez dans une startup ou dans un groupe ou dans un cabinet de conseil. Et donc en fait, c'est là que vous allez commencer à développer ce qu'on appelle un habitus de manager, c'est-à-dire des réflexes intellectuels, une posture, une façon d'être, et aussi un peu de savoir-faire technique, c'est-à-dire comment est-ce que je gère un conflit dans mon équipe, comment est-ce que je gère les égos disproportionnés des uns et des autres, comment est-ce que j'arrive à valoriser une personne qui bosse avec moi, en général qui est d'ailleurs un étudiant de sa promo, comment est-ce que j'arrive à la valoriser, comment est-ce que j'arrive à la pousser à faire ce que j'attends d'elle, comment j'arrive à gérer le budget, comment j'arrive à faire de la communication sur l'événement que je suis en train de créer, etc., etc. Et ensuite, c'est quand vous allez sortir de votre école, que vous allez vraiment apprendre le métier pour lequel vous allez former, vous allez l'apprendre dans l'entreprise qui va vous embaucher. Vous avez prononcé un mot, vous avez parlé d'affect par rapport au diplôme, quand on voit quelqu'un qui a sur son CV, qui a fait le même parcours, qui a suivi le même parcours. Justement, sur cette question, c'est assez frappant. Dans vos ouvrages, Annabelle, vous parlez de ces émotions, parce que on voit souvent ça sous le prisme de la formation intellectuelle, tout ce qui est grandes écoles. Il y a aussi une question d'émotion. Alors, vous avez travaillé sur les personnels aussi qui accueillent les élèves. Enfin, il y a une question d'émotion, mais au niveau des élèves, il y a ça aussi qui joue un attachement qui se crée avec l'école. Alors traditionnellement, en fait, les grandes écoles qui sont porteuses d'un idéal non seulement méritocratique, elles se construisent plus ou moins tardivement, et notamment pour les écoles de commerce, mais aussi d'un idéal corporatiste. Et ça, c'est extrêmement fort. Les grandes écoles, ou un certain nombre de grandes écoles, notamment d'ingénieurs, sont associées à des corporations, donc à des corps d'État ou à des corporations professionnelles qui recrutent par le biais d'un ensemble de grandes écoles ou d'une ou deux grandes écoles. Tout dépend de la nature de ce corps professionnel. Et dans le corps professionnel, il y a aussi quelque chose qui est associé donc à l'esprit de corps. L'idée, c'est former, socialiser, comme on dit en sociologie, socialiser l'élève
pour faire en sorte qu'ils deviennent une partie du corps et qu'ils fassent vivre le corps au-delà de la retraite de ceux qui y sont en ce moment. Donc il y a quelque chose qui se joue dans le recrutement des concours, dans la reproduction des corps professionnels. Et ça, vous le voyez bien si vous vous intéressez à un très beau documentaire que vous avez sans doute dans le fond de la bibliothèque qui s'appelle Le concours de Claire Simon. Claire Simon, c'est une documentariste qui a travaillé sur la FEMIS. La FEMIS, c'est une grande école de cinéma. Et donc elle s'est amusée à filmer le concours, mais non pas vu des individus, c'est-à-dire des candidats un peu à la télé-réalité. Elle voulait vraiment pas du tout ce type de narration-là, mais vraiment centré sur la logistique du concours, l'organisation des jurys, les négociations entre jurys. Donc, tout ce qui se passe un peu de l'autre côté du rideau, en quelque sorte, l'autre côté du secret. Et ce qu'elle souligne, et ce qu'on voit en fait très bien, c'est que c'est des corporations, les réalisateurs, les décorateurs, les scénaristes, qui sélectionnent les futurs membres du corps qui vont être amenés finalement à faire vivre ce corps. Et pourquoi je fais ce détour pour revenir aux émotions? C'est parce que donc, dans ce corporatisme, il y a l'idée de produire de la loyauté de ces nouveaux entrants à l'égard de ces corps. Et la loyauté, elle est produite par des techniques parfois extrêmement fines sensibles d'établissement des émotions. On exalte les émotions des candidats et des admis et ça peut commencer déjà par le premier jour. Enfin, à notre époque, je pense qu'on a un âge assez proche, ça n'existe pas exactement comme ça sous cette forme-là aujourd'hui. C'était le grand discours de l'élite de la nation. Bienvenue dans notre grande école, vous êtes l'élite de la nation. Et l'idée, c'était exalter un sentiment d'appartenance d'un individu à un collectif. Alors souvent, les étudiants me disent « Oh là là, c'est un peu exagéré hein. », mais ils y croient quand même un petit peu. Et c'est dans le « j'y crois quand même un petit peu » qui compte. Pourquoi? Parce que ça crée en eux un sentiment de loyauté à leur corps qu'on va retrouver justement au moment de s'insérer professionnellement, de trouver un stage, etc. Je le dis très rapidement. Parce qu'on aura le temps sans doute d'en discuter, mais effectivement, du coup, ce poids des émotions, il est vraiment pas du tout à négliger, et c'est ça aussi qui produit des formes de rente scolaire qui peuvent se traduire pendant très longtemps. On est polytechnicien à 20 ans, et puis on reste polytechnicien jusqu'à la tombe. Vous avez parfois des polytechniciens qui marquent la promotion de l'école polytechnique sur leur empire comptable. Et je ne sais absolument pas exagéré. Le côté affectif, il est vraiment primordial pour comprendre comment ces écoles-là fonctionnent. Et pour le coup, là, les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs sont quasiment identiques. C'est-à-dire que vous passez d'un affect pendant 2 ou 3 ans de classe préparatoire de contraintes permanentes à un affect de simulation de liberté. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout d'impératif académique, donc là-dessus vous êtes complètement libre. Vous pouvez, ce qu'on dit, se lâcher complètement. Vous allez être en permanence pendant 2-3 ans, mais vraiment en permanence, avec 300 congénères avec lesquels vous allez boire. Mais vraiment, j'insiste toujours sur le côté sur l'alcool, mais la consommation d'alcool dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, c'est fondamental pour comprendre leur socialisation. Leur socialisation s'appuie principalement là-dessus. Et c'est souvent en plus avec des contrats ou des contrats promotionnels avec des alcooliques, en fait, enfin, avec des entreprises. Ils le font un peu moins maintenant, parce que un peu moins maintenant. Mais il y a eu en effet des années où c'était vraiment sponsorisé par Ricard. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous citez un travail de sociologue qui travaille sur boire en école. Oui, et boire en école, c'est pas juste des étudiants qui boivent des coups ensemble. C'est hyper ritualisé, c'est très respecté. Quand vous sortez du cadre d'être ivre-mort 3 fois par semaine, on commence à mal vous regarder, mais vraiment fondamentalement. Vraiment. Ah oui, non, mais vraiment, je n'exagère rien. Enfin, c'est ça qui est assez époustouflant. Et en plus, et donc vous êtes tout le temps avec ces gens-là. Et donc ça crée aussi des affects positifs qui fait, en général, quand vous arrivez en école de commerce, en école d'ingénieur aussi, vous avez un premier affect quand vous êtes face à l'enseignement qui est négatif, qui est de vous dire, je viens de faire 3 ans de maths à haut niveau, 3 ans de philo où j'ai poncé Platon et Hannah Arendt, et on arrive, on fait des espèces de vieux PowerPoint avec des concepts de management complètement bancals. Et là, ça c'est très rude en général. Et donc
ce qui va venir compléter tout ça et du coup un peu réorienter l'affect vers du positif, bah, c'est la vie en société, c'est les associations, c'est la liberté et c'est la vie ensemble de congénères qui se ressemblent. Une sorte de bulle que vous décrivez dans votre livre. Moi, j'ai d'autres questions, bien sûr, mais là, on arrive à, voilà, il est 20h et on arrive au moment de la demi-heure de questions. S'il y a des questions, voilà, parmi vous, n'hésitez pas. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'avais une question, peut-être une réflexion à partager, la différence entre pourquoi l'accès à l'emploi est plus facile pour les personnes issues d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. Je pense que c'est tout simplement parce que le cursus est fait pour apprendre un métier, contrairement à l'université. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour faire des stages. Alors que essayer d'avoir une convention de stage à l'université, c'est compliqué. Enfin, non, mais je veux dire que le cursus est fait pour acquérir une expérience professionnelle, pour s'insérer dans le monde du travail, alors que à l'opposé, à l'université, on n'est pas là pour apprendre un métier, on est là pour apprendre. Enfin, c'est ma conception des choses. La deuxième chose, c'est est-ce que faudrait-il arriver à une méthode nord-américaine ou voire anglo-saxonne de la discrimination positive? On ne fait pas d'analyse ethnique en France, mais une application pour une grande école américaine ou anglaise, on nous demande très clairement notre origine ethnique, notre origine sociale. Est-ce que c'est une piste à explorer? Est-ce qu'elle est explorée? Merci. Annabelle, peut-être. Oui, alors peut-être sur la première question. Alors, je parle en tant que sociologue, en tant qu'universitaire, mais j'essaie de mettre à distance le fait que je sois enseignante à l'université et chercheuse. Sur ça, en fait, il y a quand même un mouvement de professionnalisation à l'université qui est extrêmement fort, qui n'est pas très visible parce qu'en général, les élites politiques et économiques du pays viennent des grandes écoles et pas de la fac. Donc, on considère en fait que les élites politiques ne connaissent pas l'université et de facto, quand on regarde les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ça se confirme et assez fortement. Et ça, c'est lié tout un ensemble d'inégalités scolaires qui se forment dès la maternelle dans le système éducatif français. Effectivement, vous avez raison, les grandes écoles, elles sont construites aussi contre l'université et pour les corporations, comme je dis, pour les corps d'État et pour les corporations. Donc, il y a traditionnellement, pas toujours, puisque c'est un ensemble qui est quand même extrêmement disparate, une association entre les grandes écoles et cette fonction de professionnalisation qui vient avant l'université. Même si maintenant, nous, on est tenus, et là, je change ma casquette et je mets celle d'ancienne chercheuse à l'université, on est tenus, et c'est normal, et les étudiants le cherchent, de professionnaliser les formations, hein, soyons clairs. Après, même en sciences humaines et sociales, oui. Donc, ce qui fait la différence entre une grande école et une université, c'est ce qu'un sociologue américain qui s'appelait Robert Merton appelait l'avantage cumulatif. L'avantage cumulatif, et Bourdieu le reprend aussi sous un autre terme dans sa sociologie, c'est la transformation par un processus social d'inégalité très faible, 0,005 à l'épreuve de maths à l'X, à l'école technique, qui est transformée en statut social différencié, qui va faire qu'il y aura une différence, comme dit Bourdieu, entre le dernier admis à Polytechnique et le premier recalé, alors qu'ils ont que 0,005 en mathématiques, mais que cette inégalité est vraiment extrêmement faible d'un point de vue scolaire et insignifiante socialement, va être traduite par des logiques institutionnelles et vont faire finalement s'élargir au fur et à mesure à la fois du cursus, accès à des stages, accès à des échanges universitaires extrêmement prestigieux dans un cas beaucoup plus de difficultés, rien que vous dites avoir des conventions de stage dans le cadre de la fac. Et ça, je ne même dis pas. Ça peut être effectivement difficile selon les facs et selon les cursus de stage. Et ça va en fait se traduire par une insertion professionnelle différenciée dans les deux cas. À cela, il faut appliquer évidemment des logiques de réseau qui sont en fait finalement des logiques d'homogamie sociale. Quand on met dans une même bulle, en quelque sorte, sur un campus à HEC, à Louis-en-Josas, à l'extérieur de Paris, d'ailleurs, les étudiants sont pas beaucoup souvent, et d'être aussi loin de Paris, mais ça crée une bulle et ils se ressemblent tous en fait. Ils sont extrêmement sélectionnés scolairement, ce qui signifie en sociologie qu'ils sont sélectionnés socialement.
ça va avoir un effet d'autant plus fort en termes, par exemple, de réseau. Sur la deuxième question, sur la discrimination positive et sur la question raciale, hein, alors il faut rappeler quand même, remettre dans le contexte américain, la question raciale, c'est une question qui traverse toute la société américaine. La société américaine est une société qui s'est construite aussi sur des oppositions et des contradictions souvent liées à vagues migratoires qui sont à la base de la démographie américaine et évidemment de l'histoire de l'esclavage, etc. Donc la politique de discrimination positive qui est lancée à partir de la fin des années 60, elle s'inscrit dans ce contexte-là. Et effectivement, il y a très régulièrement des réflexions des grandes écoles, des acteurs des grandes écoles, moins du ministère, mais souvent des grandes écoles qui revendiquent une certaine autonomie par rapport au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de mettre en place des formes de reconnaissance de cette question raciale. Souvent, enfin, dans les dernières années, c'était sous forme indiciaire, c'est-à-dire que, à la manière de la discrimination positive telle qu'elle a pu ces dernières années être mise en œuvre, on met pas une note sur une appartenance ethnique. Par contre, on prend l'appartenance ethnique ou raciale comme dans un faisceau d'indices plus large. Combien l'élève a-t-il de frères et de sœurs? Est-il un élève de la première génération, de first generation student, c'est-à-dire un élève qui n'a pas de parents diplômés de l'enseignement supérieur? Et est-il issu d'une minorité ethnique? Dans le cas des États-Unis, évidemment afro-américains, hispaniques, asiatiques, native americans, etc. Et donc, la question raciale, dans la discrimination positive aux États-Unis, c'est devenu ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui est notamment dans les écoles de journalisme extrêmement séduisant. Pourquoi? Parce que les écoles de journalisme forment les journalistes, notamment à la télévision. Et à la télévision se joue, alors avec, c'est l'ARCOM, l'ancienne CSA, c'est ça, des questions de représentativité des minorités ethniques. Et ça, effectivement, les écoles de journalisme peuvent avoir un impact sur ces questions-là. Donc oui, c'est quelque chose qui revient très régulièrement et peut-être que ça n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce mouvement d'ouverture sociale plutôt fondé sur la classe sociale il y a 20 ans. D'ailleurs, il y a 20 ans, dire discrimination positive à l'américaine où on pose la question raciale, alors là, c'était un scandale absolu. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Mais il a fallu qu'on passe, mais en Angleterre, c'est un peu la même chose, par cette question sociale pour arriver à la question raciale et la question de l'immigration et des inégalités ethniques dans le système scolaire et à l'égard des enfants communautés. Peut-être, Maurice, vous avez ajouté quelque chose sur la différence université-grandes écoles? Non, alors, oui, très rapidement. En effet, c'est un point que j'avais oublié tout à l'heure, mais un des grands trucs quand même, c'est... Alors, évidemment, l'université tend à créer des cursus qui favorisent la professionnalisation de leurs étudiants, mais historiquement, c'est quand même très ancré dans les écoles de commerce, et surtout les écoles de commerce, et c'est tellement institutionnalisé que, si vous voulez, sauf si je me trompe, hein, mais quand on arrive en école de commerce, une des premières choses qu'on vous dit, c'est que vous allez bosser en asso et faire des stages. C'est pas du tout la priorité qui est mise sur toute la professionnalisation est bien plus forte dans ces écoles-là que à l'université. Oui, ça s'appelle en fait, vous avez sans doute cité en fait c'est pas un sociologue, mais c'est un Yves-Marie Abraham. Ah bah il a fait la moitié de mon livre. Ouais, Yves-Marie Abraham, c'est quelqu'un qui a produit un article dans la revue française de sociologie, donc article de sociologie, l'ancien prof à HEC. Et il me semble, et il a investi à HEC, et il a produit en fait un article sur les associations étudiantes et le rôle. C'est le premier article produit, je crois, en 2007 sur publié en 2007, donc vous trouvez sur Internet, sur la déscolarisation des étudiants d'écoles de commerce. Et effectivement, le but de l'école de commerce, c'est de prendre des excellents étudiants qui ont fait du NRL, du Platon, des mathématiques à haute dose, et d'en faire des managers en les déscolarisant par l'alcool, par les assos, par la faiblesse du cursus. Et c'est une forme de déformatage et de reformatage en quelque sorte, de resocialisation et de socialisation professionnelle. On passe d'une socialisation scolaire à une socialisation professionnelle, parfois sans transition, souvent sans transition, ce qui est extrêmement douloureux souvent pour les étudiants en question. Mais il y a aussi des mouvements dans les écoles de commerce, et tu l'as mentionné, sur la recherche, le poids de plus en plus important de la recherche universitaire, parce que la recherche universitaire est quelque chose qui est impulsé dans les classements, qui est reconnu
pour monter dans le classement du Financial Times, il faut avoir un niveau de chercheur ou un niveau de chercheur publiant extrêmement fort, ce qui crée des phénomènes de mercato. Donc il y a des mouvements en fait un peu contradictoires à l'intérieur des institutions qui souvent sont pas, enfin, on parle d'HEC ou de Sciences Po comme si c'était quelque chose de à la fois fermé certes, mais une entité monolithique. Et alors que c'est souvent pas une entité monolithique. Toutes les grandes écoles, comme les universités, elles sont traversées par des mouvements contradictoires avec des facultés, par exemple à la fac, c'est la même chose, les facultés de médecine sont plus puissantes, les plus puissantes par rapport à d'autres facultés. Donc, c'est un monde qui est extrêmement complexe et c'est justement cette complexité qu'on essaye, il me semble, de donner à voir. Et sur les universités aussi, ça dépend beaucoup de la spécialité. Les universités en gestion insèrent et puis il y a aussi l'apprentissage qui se développe. Alors bien sûr, c'est plus minoritaire. Avec les inégalités qui vont. Il y a un tout petit point, parce que c'était un point qui je trouve est quand même majeur dans la question de la méritocratie dans les concours, que tu as abordé du coup avec quelle est la différence entre le premier admis à l'ENS et le premier non admis. C'est en général en effet 0,01 point sur 20. Sauf que ça a des conséquences qui sont fondamentales ensuite sur les privilèges auxquels vous aurez droit ou pas dans votre vie. C'est 0,01 point, mais en plus, c'est juste 0,01 point, mais c'est ponctuel sur une épreuve de l'année. C'est ça qui est en oui, sur un moment de l'année qui est un concours. Et en fait, il y a quand même un truc dans la narration du mérite. Évidemment que celui qui est majeur de Polytechnique, a priori, il a dû charbonner et beaucoup travailler, et on peut difficilement lui dire tu es majeur de Polytechnique, tu n'as pas mérité. Bon, ceci étant, il y a quand même une dimension qui est fondamentale dans les concours, c'est la dimension du hasard, qui est quelque chose qui est très très peu discuté quand on parle de méritocratie. Alors évidemment, quand vous avez quand vous venez de milieu populaire, vous avez un retard pour réussir, etc. Enfin, un retard, je me fais comprendre. Mais vous avez aussi énormément de parts de chance. C'est-à-dire qu'il suffit que vous arriviez le matin un peu malade, bon bah votre épreuve vous la foirez. Il suffit que votre correcteur soit un peu mal luné. Alors ça se joue à la marge, hein, évidemment, c'est pas fondamental dans la chose. Mais, il suffit que, alors en général, par exemple, pour préparer les concours d'HEC, en culture générale, on a un thème global sur l'année. Moi, dans mon année, c'était la société. Donc, vous avez votre professeur qui vous fait, mon obsession pour Bourdieu, vous avez un prof qui vous fait travailler pendant un an sur le sujet. Et il y a des choses très bizarres qui se passent. Vous pouvez avoir des profs absolument brillants qui arrivent un peu à anticiper les sujets sur lesquels vous allez tomber. Donc, du coup, vous tombez sur un sujet que vous avez préparé, vous avez 17. La différence entre quelqu'un qui a 17 et un autre qui a 10, il y a 5000 places sur un concours où il y a 10 000 candidats. C'est colossal. Et il y avait des choses un peu étranges où aussi vous aviez des professeurs qui étaient enseignants en classe prépa à Henri IV et qui aussi étaient concepteurs de sujets pour les concours. Et qui vous juraient mordicus que non, ils ne parlaient jamais des sujets qu'ils avaient prévus à leurs étudiants. Bon. Et donc, vous avez des trucs à voir. Alors là vous avez une part de hasard qui est tellement forte que parler encore de méritocratie, en tout cas, sur cette part-là, il y a quand même une grosse partie de hasard. Et moi, je n'ai jamais vu personne qui, conceptuellement, l'a travaillé correctement. Est-ce que ça a été travaillé un peu en sociologie, par exemple? Alors, oui, non, terminez juste, on prendra d'autres questions. Je vous laisse terminer là-dessus. Voilà. C'est pour ça que je commence là-dessus. Oui, alors, le tirage au sort, en fait, effectivement, dans toutes les épreuves du concours, il y a une part de chance, évidemment. Et ce qui me mène à la question du tirage au sort. Dans quelle mesure le tirage au sort serait-il plus juste, finalement, ou moins juste que le concours? Alors, en général, quand on dit ça, et quand je dis ça, quand je soulève même la question, il y a les gens en face de moi bondissent de leur chaise en disant non, comment ça, on va sélectionner en tirant au sort plutôt, pour rentrer par exemple à l'ENA, les futurs fonctionnaires, plutôt que les sélectionner sur le mérite. Et c'est exactement d'ailleurs la rhétorique qui a été utilisée par le premier gouvernement Macron pour lancer Parcoursup, en disant que, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, il y avait des histoires de tirage au sort, notamment en STAPS et en médecine. On préférait développer la sélection pour tout le champ de l'enseignement supérieur plutôt que mettre en place une forme de tirage au sort. Oui, c'est ça qui a déclenché le passage d'APB, admission post-bac. Absolument, en 2017. Donc, sociologiquement et statistiquement, ce qui est intéressant, il y a eu pas mal d'études aux États-Unis là-dessus, c'est que si on tire au sort, en termes de
démocratisation et de diversité sociale et ethnique d'une cohorte et représentativité sociale d'une cohorte d'étudiants, notamment à Harvard, il serait intéressant de faire un tirage au sort à partir d'un pool de candidats à Harvard. Donc, on suppose que on prend un pool de candidats à Harvard tel qu'il existe, et par la suite, on tire au sort, et en fait, on arrive à un résultat qui est plus représentatif de la société américaine, in fine, que par le concours. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce que statistiquement c'est juste que politiquement c'est juste et considéré comme juste. Donc là, je pense que tout le travail des acteurs politiques, c'est essayer de discuter démocratiquement, de lancer ce genre de débat, par exemple, autour du tirage au sort. Mais pour revenir à Parcoursup, quand on voit le fonctionnement de la plateforme, on peut se demander si c'est en fait pas du tirage au sort pour tout le monde, puisque Parcoursup s'est fondé sur l'idée que tout le monde est en concurrence avec tout le monde. Qu'on habite à Poitiers, Amiens, Strasbourg, on est tous en concurrence pour avoir une place, je sais pas, en droit à Assas, par exemple. Dans une société du concours, comme vous le disiez. Mais vous voyez, enfin, votre question là nous a amené sur plein de nouveaux chemins. Je pense que vous avez eu la réponse aussi à votre question. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, ce sera plus autour des écoles de commerce. On a beaucoup évoqué école de commerce, mais on entend aussi beaucoup école de management. Donc déjà, est-ce que c'est juste une affaire de wording? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Voilà, j'ouvre la question. Et deuxième question, moi, ça serait, là, je sais qu'on parlait du programme grandes écoles, donc sur 5 ans en général, ou je ne sais plus combien d'années. Mais qu'est-ce que vous pensez de la partie executive education, donc pour les professionnels, donc qui ont à partir, je crois, 3 ans d'expérience, donc par exemple les executive masters ou les MBA. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce que c'est toujours aussi bullshit? Alors, je vous tends la perche. Alors pour les exécutives, j'avoue, je ne saurais pas trop vous dire parce que je ne les ai pas vraiment étudiés. Je sais qu'a priori, ça marche très bien. Alors, les exécutives MBA, ou les MBA d'ailleurs, c'est pour des gens, donc les MBA, c'est pour des gens qui ont en général 2-3 ans d'expérience, et les exécutifs, c'est plus pour des gens qui ont 10-15 ans d'expérience. Et en général, donc, ils vont continuer leur emploi, et à côté de ça, ils vont avoir des heures de cours qui sont en général payées par leur boîte, où ils seront formés dans des grandes écoles, HEC, etc. Et ça va leur donner à la fin un diplôme qui va leur permettre en général de prétendre à des postes de très très haut cadre dans leur société ou dans d'autres. Donc en général, c'est des gens qui sont plutôt cadres intermédiaires et qui d'un coup vont pouvoir prétendre à des salaires à 500 000 euros à l'année et des très très hauts postes de management. Ça marche, visiblement, vu les statistiques que donnent les écoles. En général, les écoles ne mentent pas trop. Est-ce que vraiment les contenus sont si intéressants que ça? Je ne sais pas. Vraiment, là-dessus, je vais m'arrêter là-dessus. Et là, pour l'autre question, ça renvoie aussi à ce que vous disiez sur la diversification des programmes aussi, pour faire rentrer plus de ressources. Quoi. Ah oui, le développement de l'executive education. Ça fait rentrer de la thune, ça c'est sûr. D'accord, voilà. Pour le coup, est-ce que ça coûte très très cher? Ça coûte quasiment 20 000 euros l'année, si je ne m'abuse. Ouais, partir entre 20 000 euros et plus. Ah ouais, non, ça c'est excessivement lucratif. Et a priori, les gens qui en sortent trouvent leur compte. Alors, académiquement, c'est sûr, c'est pas très élevé parce qu'ils n'ont quasiment pas de cours académiques, et c'est surtout, à ma connaissance, de la gestion de projet entre étudiants, des études de cas, des choses comme ça. Voilà, ça fait pas des grands économistes à la fin. Bon, ensuite, pour la différence entre école de commerce et école de management, alors en effet, les écoles de commerce, à la base, s'appellent comme ça parce qu'on formait les étudiants à faire des métiers du commerce. Globalement, les premières écoles de commerce, c'était des étudiants, alors que les hommes évidemment, derrière un comptoir, et ils faisaient des ateliers où ils simulaient des négociations, comme s'ils étaient au port avec d'autres marchands, etc. Ils apprenaient à convertir les monnaies, parce que à l'époque, il fallait convertir à la main, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'ils apprenaient. Et ensuite, on a beaucoup formé de commerciaux dans ces écoles, principalement dans les métiers du commerce à une époque où il y avait moins de métiers de service. Et en fait, de plus en plus, les écoles de commerce forment moins des gens qui commercialisent des produits industriels, mais produisent des activités de service, c'est-à-dire du conseil pour les entreprises. Alors le conseil, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce métier, mais en fait le conseil c'est très simple. C'est par exemple, vous êtes Dior,
vous avez besoin de mettre en place un nouveau site internet pour vendre des sacs à main. Voilà. Parce que vous n'avez pas de site internet pour vendre des sacs à main. Et que vous dites que ce serait très bien que notre clientèle chinoise, elle puisse, plutôt qu'elle vienne à chaque fois à Paris acheter ses sacs à main Dior, qu'elle puisse avoir un site internet où elle pourrait les en commander. Donc vous allez voir un grand cabinet de conseil, style Ernst & Young, par exemple, et vous leur dites, voilà, j'ai besoin d'un consultant. Donc là, ils vous sortent en général Antoine, qui a 27 ans, qui vient de sortir de l'ESCP. Et Antoine, il va faire, vous inquiétez pas, je vais vous développer votre site internet. Donc Antoine, il va aller voir un développeur qui sait développer du site internet, qui sait coder, quelqu'un qui sait gérer la direction artistique du site, etc., etc. Et donc ça, c'est un consultant. Après, vous avez d'autres trucs. Hein. Vous avez une boîte qui veut racheter votre boîte. Alors là, dans ce cas, vous avez du conseil en fusion-acquisition. Vous avez quelqu'un qui va venir, qui va vous expliquer comment est-ce qu'on fusionne deux entreprises. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour le conseil. Et donc du coup, en fait, maintenant, ce qu'on apprend, c'est plus des gens, on apprend plus vraiment des métiers de gens qui vendent des choses, mais des gens qui produisent du service. Et le manager, en fait, c'est un terme hyper c'est un terme qui englobe énormément de choses et qui en des métiers où vous allez en général avoir une responsabilité, vous allez avoir des gens sous votre responsabilité, des gens à qui vous allez dire de faire des choses, et en général plutôt dans des choses où vous allez avoir de la gestion de projet, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose à livrer, on appelle ça des livrables, et vous allez avoir toute une équipe autour de vous qui va vous permettre, que vous allez chapeauter pour qu'ils puissent produire ce service à la fin, rendre leur livrable. Alors, ça peut être un site internet, ça peut être une énorme base de données, ça peut être voilà, plein de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça plutôt des écoles de management aujourd'hui. Et aussi parce que maintenant, on appelle même plus ça des écoles de management, mais des business schools. Parce que là, pour le coup, en effet, il y a une question de wording, comme vous disiez. C'est-à-dire que d'un point de vue du marketing, pour que la marque de votre école soit, donc pareil, les écoles, elles fonctionnent en marque, comme Nike et Adidas, hein, mais pour que la marque elle soit connue à l'international. Et donc, du coup, ils rajoutent en général Business School ou même juste les initiales BS à côté. D'ailleurs, le SC Dijon, par exemple, est devenu Burgundy. Voilà, c'est la Burgundy Business School. Voilà. Le SC3 est devenu alors, il y a eu la Champagne, non, c'est la Y Business School. Le Y, je ne sais pas d'où il vient. Et il y a des trucs très cocasses où, par exemple, la Toulouse Business School, qui s'appelait donc TBS, c'est appelé la TBS BS pour être sûr que le BS était bien vu. Donc, on avait des trucs, donc ça s'appelait la Toulouse Business School. C'était complètement lunaire. Et donc, voilà, globalement, c'est. Il y a une évolution sur les métiers, voilà, il y a un changement de métier, voilà, et il y a aussi le wording. Il y a une évolution de métier, ouais, l'internationalisation aussi. Et effectivement, on apprend de plus en plus. Et autant là, du coup, il y a aussi une évolution dans les enseignements, parce qu'à une époque où on apprenait plutôt aux étudiants de maîtriser quand même un peu des outils financiers, des outils d'analyse financière, etc. Maintenant, on leur apprend de plus en plus des savoir-être, c'est-à-dire de savoir chapeauter une équipe, savoir être flexible, faire preuve un peu d'instinct, etc., etc. Peut-être que ça va encore bouger, parce que vu que maintenant on est une heure où la data gère tout, peut-être que maintenant on va avoir plutôt des étudiants qui vont devoir un peu plus remaîtriser des outils techniques, mais c'est pas parti pour vous. On a eu deux très bonnes questions. Il y a un proverbe qui dit jamais 203. Une troisième question. Merci beaucoup. Ma question c'était, et vous en avez parlé un peu tout à l'heure, donc c'était assez intéressant sur l'ARCOM, parce que est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que ces grandes écoles, elles ne font que répondre aux exigences du milieu professionnel, et que finalement, si elles se sentent un peu obligées, poussées à sortir ce genre de profil, c'est parce que justement, c'est ce qu'attendent les entreprises. Est-ce qu'il faut donc aller chercher les entreprises là-dessus et leur dire il faut travailler sur la manière dont vous recrutez vos employés et donc inciter les écoles à recruter différemment, ou est-ce que c'est les écoles qui doivent proposer des profils différents et donc changer la manière dont sont recrutés les salariés, ou est-ce que c'est les deux à la fois? Merci pour cette très bonne question. Traditionnellement, les grandes écoles ont pour caractéristique, et par rapport à l'université d'ailleurs, c'est peut-être l'une de leurs plus grandes singularités, d'avoir un très grand lien, des liens très forts avec donc, les professions et les corps d'État.
Et en fait, la manière dont elles recrutent, c'est souvent en fonction de ces groupes professionnels, que ce soit des corps d'État ou des professions dans toute leur diversité. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pierre Bourdieu dans un livre de Saint-Martin qui s'appelle La noblesse d'État, où il explique justement que ces grandes écoles-là, elles ont une force, c'est et aussi une faiblesse, c'est-à-dire que c'est leur lien avec les groupes professionnels qui vont avoir un impact sur leur formation. Alors que les universités sont traditionnellement vraiment et même construites contre l'État, véritablement contre l'État, même si c'est évidemment pas exactement le cas aujourd'hui. Mais sur la question effectivement de qui force qui, et l'ARCOM est un excellent exemple de la manière dont la question de la représentativité sociale, la représentativité ethnique et sociale sur les chaînes de télévision en particulier peut avoir un impact sur le recrutement des écoles de journalisme. C'est exactement la même chose avec les instituts d'études politiques et Sciences Po Paris et leur lien avec les concours des grandes écoles. L'ouverture sociale à Sciences Po Paris, elle est aussi liée à un mouvement de fond, en fait, dans la fonction publique, à la fois d'un recrutement plus diversifié des élites politico-administratives au niveau de l'ENA, des concours A ou A+, donc des concours de fonctionnaires ou de la diplomatie, et aussi de la part de concours A moins prestigieux, on va dire, la fonction publique territoriale, certains concours de la fonction publique territoriale, de pouvoir garder un public captif plutôt issu des classes moyennes, classes populaires ou classes moyennes. C'est le cas aussi dans l'éducation nationale. Traditionnellement, les professeurs des écoles, c'est des élèves plutôt de milieux populaires qui ont une ascension sociale. Et donc, évidemment, à partir du moment où dans les fonctions publiques se jouent des enjeux de recrutement, bah là, évidemment, elles vont tirer sur les leviers des grandes écoles avec lesquelles elles sont en réseau, et c'est exactement ça qui se passe. Le problème, c'est dans quelle mesure les grandes écoles ont un intérêt véritablement à le faire dans un contexte où elles sont de plus en plus autonomes de l'État. Autonomes de l'État parce que justement, elles ont un budget propre. Et ça, c'est la grande différence avec les époques antérieures. Donc, budget propre, elles sont en compétition avec l'international. Elles se sont diversifiées en termes de business plan, et c'est ça, en t'écoutant, c'est assez clair, en fait. Donc, je pense que la grande différence avec la noblesse d'État de Bourdieu, donc qui est sorti en 79, c'est que véritablement il y a eu une autonomisation finalement des grandes écoles par rapport à ces métiers-là. Donc le lien existe et la pression existe, mais la question c'est aussi dans quelle mesure les grands groupes de télévision et notamment dont on sait qu'ils sont souvent, alors je vais aller à la truelle sur le champ médiatique, dirigés par des milliardaires, sont-ils intéressés par la question de la diversité et la représentativité sociale des journalistes, par exemple? Grande question. Et pareil pour les élites politico-administratives. Dans quelle mesure est-on, et même en tant que citoyen, est-il important pour nous, dans une démocratie, d'avoir des hauts fonctionnaires ou d'avoir un personnel politique qui nous ressemble? On pourrait dire, ben non, en fait, finalement, on part du principe que on ne choisit que les meilleurs, que ceux qui prennent les risques et qui sont considérés comme les meilleurs, c'est souvent des hommes blancs de plus de 50 ans, fait un peu vite, ou des énarques issus de milieux plutôt favorisés. Et il y a des sociétés qui ont choisi ça, hein, finalement. Donc, dans quelle mesure les corporations, les groupes professionnels, les corps d'État ont intégré la question de la diversité, ça reste vraiment variable et aussi selon les époques. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose, sans doute un levier à tirer de ce côté-là. On arrive à 20h30. Je vais vous demander du côté. J'aurais bien aimé répondre aussi, parce que j'ai d'autres trucs. Je pense que j'ai vous aurez le mot de la fin. Comme ça. Je ne veux pas empêcher quelqu'un d'avoir une question, mais déjà, pour juste repartir sur la question du coup des écoles de journalisme, moi, ce que j'ai envie de dire à votre question, c'était est-ce que ça doit être aux écoles de changer ou est-ce que ça doit être aux entreprises? C'est ça, hein? Alors, globalement, les écoles ne changeront pas, notamment parce qu'elles sont complètement tributaires de former des gens qui vont aller dans les entreprises avec lesquelles ils travaillent, d'autant plus avec des liens très très forts. Sur les écoles de journalistes, par exemple, on a un problème, c'est-à-dire que on a la chance pour la diversité dans les médias. Justement, on fait venir des étudiants qui, a priori, sont très loin des journalistiques.
en se disant que c'est en faisant rentrer des gens comme ça dans des rédactions que les rédactions vont pouvoir, notamment sur certains sujets, sur les quartiers populaires, sur les cités, etc., et même de plus en plus dans les milieux ruraux, enfin, tous les milieux qui sont en fait très très mal représentés dans la corporation des journalistes, pouvoir faire changer un peu les choses de l'intérieur. Bon, on se rend compte que en fait, les rédactions sont très friandes de ça. Ils adorent avoir de la diversité, surtout que notamment dans les médias de gauche où toutes les rédactions sont très blanches et très bourgeoises, où tous les ans on leur dit vous êtes très blanc et très bourgeois, et tous les ans ils le prennent très très mal parce que si vous voulez ils font des luttes sur l'immigration toutes les semaines, mais par contre il n'y a pas un seul noir dans leur rédaction. Bon. Et si vous voulez, sauf qu'une fois qu'ils rentrent dans les rédactions, ils sont quand même un peu broyés par le système, par les réflexes journalistiques qui sont en place, par la façon dont les rédactions et les rédacteurs en chef, qui eux sont tous des bourgeois de 50 ans mal, qui du coup eux impriment leur vision éditoriale là-dessus, sur ces étudiants-là. Donc déjà là ça compte. Pour ce qui est par exemple des grandes écoles, et en tout cas moi pour les écoles de commerce, c'est que le fait que l'État se désengage de plus en plus, du coup les entreprises prennent de plus en plus de place. Et moi la question que je me pose c'est en fait jusqu'à quand ces grandes écoles-là vont quasiment complètement quitter les girons de l'État, et que les managers qui auront été pour certains encore formés pendant 2 ans par en classe préparatoire et donc payés par l'État pour ensuite rentrer dans des grandes entreprises et servir les intérêts des grandes entreprises, ne seront plus du tout chapeautés par l'État français, mais seulement par les entreprises, parce que c'est les entreprises qui de plus en plus sont en train de financer ces écoles. Et donc, ça pose à mon avis un problème éthique et même démocratique fondamental, qui est que le jour où les écoles de commerce se passeront complètement des États, même pour la reconnaissance de leur diplôme, parce que c'est finalement ce qui se passe, quand HEC lance son bachelor en 3 ans, le diplôme n'est pas reconnu. Voilà. Vous sortez de là, d'un point de vue étatique, ce n'est pas reconnu. Par contre, vous avez la marque HEC dessus. Et donc, en fait, vous pouvez quasiment vous vendre où vous voulez. Parce que ce n'est plus du tout le fait que l'État mettait son certificat d'authentification sur son diplôme qui vaut la peine, c'est parce qu'il y a la marque de l'école qui, en fait, va quasiment devenir autonome. À mon avis, on va plutôt par là, et en fait, on va plutôt même vers une accentuation des desiderata des entreprises, qui évidemment, dans un moment où la RSE prend de plus en plus de place, où il y a les questions éthiques, etc., ça va leur faire énormément de bien, en tout cas pour leur image, de dire qu'ils s'ouvrent à la diversité. Mais finalement, s'ouvrir à la diversité pour finalement que ces étudiants, ces diplômés issus de la diversité, se comportent, sont amenés, sont poussés à se conformer à la façon dont fonctionnent ces entreprises-là, bah à la fin, ça ne devrait pas servir à grand-chose. Je crois qu'on a débordé juste 3 minutes. Ça va, vous pouvez. Ça va. C'est bon, une dernière question peut-être? Oui, oui, allez. C'est une petite question. Bonsoir. Je suis, moi, enseignante en classe prépa. Et parfois, les élèves... Laquelle et de quelle filière? Filière UCG et scientifique, MPSI, MP. Et parfois, les élèves sont très conscients de ce qui se passe dans les écoles et se posent la question de est-ce que j'y vais quand même? Ou enfin, est-ce que j'ai un peu des chances de survivre et de rester un peu comment dire, dans le respect par rapport à quoi? Dans le sens où on a quand même parfois certaines valeurs, certaines idées du monde autour de nous et on se dit est-ce que je vais passer 3 ans dans cette école et être complètement lessivé du cerveau à la sortie et je ne serai plus le même individu? Est-ce qu'il y a des chances quand même de survie malgré ça on prend sur soi? Ou est-ce que en fait il vaut mieux bifurquer à la fin de la prépa? Parfois c'est des questions qui me posent et moi j'ai pas fait de grande école de ce type-là et donc je sais pas leur répondre. Peut-être Maurice, puisque vous avez survécu. Mais moi je suis parti entre temps donc. Bon, alors voilà. C'est difficile. Enfin, moi je parlais en tant que sociologue, mais surtout peut-être en tant qu'enseignante à l'université, parce que les questions que me posent mes étudiants, c'est un peu les mêmes finalement. Vais-je survivre à mon cursus ou vais-je survivre à la jungle de la fac alors que je suis absolument pas encadrée? Alors d'un côté, il y a le lessivage, le lessive du cerveau, le formatage et les formes de socialisation très intensives qu'ils craignent, et de l'autre, justement, d'autres formes de socialisation, mais qui sont fondées justement sur une autonomie et une sorte
de sentiments qui sont très loin en fait de normes et de formes d'encadrement. C'est souvent le cas des étudiants en classe prépa qui fuient la fac pour des raisons sociales, scolaires, mais aussi parce qu'ils craignent en fait de faire être dans des petits groupes au-delà de leur projet professionnel et de leur aspiration évidemment professionnelle. Alors, est-ce qu'on peut survivre dans cet univers-là impitoyable? Alors, pour avoir fait une grande école qui, pour les Norvégiens, n'est pas considérée comme une grande école, donc Sciences Po, oui, on y survit. Il y a toujours Alors, ça demande un peu de travail, on va dire. Je pense qu'à HEC, là pour le coup, les écoles de commerce, je les ai vues en tant que sociologue. J'ai pas fait d'école de commerce. Il y a toujours des poches, on va dire, de gens qu'on peut éventuellement identifier en général dans des assos, on a parlé des assos artistiques, humanitaires, etc. Des filières type responsabilité sociale. Moi, j'ai donné un cours à HEC en responsabilité sociale. C'était tous les mêmes étudiants et qui se définissaient comme une minorité, justement, qui n'était pas, hein, mais une minorité par rapport à la majorité qui allait en gaulerie, etc. Donc, je pense que comment on survit dans cet univers impitoyable-là, en lisant beaucoup de sociologie, mais au-delà de la blague, en fait, en dédramatisant et en mettant la distance avec cet univers-là qui fait rire. En fait, si je peux me permettre, j'ai mis en exergue en fait le rire de mon fils qui est un petit garçon. Dans mon livre, qui est dédié à Ellie, qui est mon fils, qui rit aux éclats. Et c'était important pour moi de commencer mon livre avec un rire d'enfant qui déconstruit en fait, qui déconstruit et qui dédramatise. Et je pense que en tant que sociologue et aussi en tant qu'enseignante, l'important c'est de leur dire dédramatiser. Ça va bien se passer. Je sais que vous le dites, hein, évidemment, bien sûr. Bien sûr, vous allez être formaté, déformaté, reformaté, mais c'est vous qui êtes le maître, qui avez les rênes, en fait. Vous ne passez pas à la monnaie d'une institution qui décide pour vous, c'est vous qui décidez pour l'institution. Et ça, je pense que, en tant qu'enseignante, c'est quelque chose que je dirais et que je dis à mes licences dans notre contexte. Voilà. Vous êtes partie d'ailleurs. Oui, moi je suis parti. Alors, je suis parti, mais justement, moi le conseil que je donnerais, le ECG, c'est les anciens ECT, non? C'est ça? Ou c'est ECE, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Alors, moi j'ai un truc, c'est que, surtout l'école de commerce, c'est vraiment une prison dorée, et c'est d'autant plus une prison quand ça coûte maintenant 60 000 €. Donc, moi, le seul truc que j'ai le conseil que je donnerai à vos étudiants, c'est allez-y, mais discutez auparavant avec vos parents d'une potentielle porte de sortie. Parce que ce qui se passe, c'est que là, on est piégé, c'est que moi, j'ai eu de la chance, je suis rentré en école de commerce, j'ai fait 1 an et demi, j'ai voulu me barrer, mes parents m'ont dit, pas de souci, on te suit, il n'y a pas de problème. Je ne remercierai jamais mes parents de m'avoir permis ça. Le problème, c'est que moi, j'ai eu énormément de camarades qui n'avaient pas prévu ça en amont, qui voulaient partir, et qui, en discutant avec leurs parents, leur disaient, j'ai payé 1 an et demi, je ne vais pas m'arrêter là. Alors que par ailleurs, les parents avaient tout à fait les moyens de s'asseoir sur 15 000 € à l'époque. Oui, quand c'est 20 000, c'est sans doute un peu différent. Donc, tout ça pour dire que le meilleur conseil, c'est prévoyez-vous une porte de sortie. Et si vous voulez rentrer dans ces écoles-là, soyez à peu près sûr d'avoir dealé avec vos parents, avec votre financier en l'occurrence, que vous puissiez vous barrer en cours de route si vraiment vous vous supportez. Sinon, parce que sinon il se passe plusieurs choses. Soit vous restez, et du coup, vraiment vous tombez en dépression, littérale. Soit vous vivez moyennement l'école et en fait vous ne prenez pas tout ce qu'il y a de bon à prendre dedans. Et donc en fait, là où vous pourriez avoir des opportunités de malade et qui pourraient très bien vous convenir par ailleurs, vous allez passer complètement à côté, ça va être un enfer. Ou alors, vous allez vous plier à quelque chose que vous voulez pas et en fait, ça va être un enfer, quoi. Tu as des poches de liberté quand même, oui, Annabelle. Oui. En fait, de manière très pragmatique et en complément de ce que Maurice vient d'évoquer, en fait, il y a la force de ces écoles-là, c'est qu'elles ont énormément de possibilités d'échange, de double diplôme, de double cursus, d'organisation même de filières. Les étudiants ont une force d'initiative qui est plus reconnue sans doute qu'à l'université. Et ça, pour le coup, il faut pleinement investir ces espaces-là. Vous voulez faire de la musique alors que vous êtes à HEC ou à l'ESCP,
essayer de monter un double diplôme avec le conservatoire municipal d'à côté, pourquoi pas. Je raconte n'importe quoi. Parce que dans un certain... C'est pas n'importe quoi, vous avez fait une filière un peu... Et ça existe déjà effectivement, ça existe dans un certain nombre d'écoles où il y a de plus en plus de double diplômes, beaux-arts, école d'ingé, école de commerce. Donc, il faut éplucher les maquettes, demander aux profs qui connaissent les filières, qui sont pas forcément visibles ou rendus visibles par l'institution, ceux qui existent. Jouer aussi sur les échanges à l'étranger, parce que souvent, en fait, partir à l'étranger dans le cadre d'une grande école, déjà, on bénéficie d'avoir accès à des institutions auxquelles on n'aurait pas eu accès peut-être par ailleurs, et qui peuvent proposer un autre cursus. Par exemple, moi, quand j'étais à Sciences Po, je suis partie en Angleterre et j'ai fait un cursus en histoire de l'art et en arabe. Pour rendre hommage à la belle collection de... alors évidemment, j'ai fait un peu de droit administratif et de sciences politiques, mais j'ai fait aussi tout autre chose qui m'ont permis aussi de m'ouvrir à autre chose et qui m'ont suivi pendant toute ma scolarité et ma carrière professionnelle. Et je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important. Avant de déprimer, éplucher, c'est un point de ressources. Un point de ressources, utiliser, Maurice a eu ce mot très intéressant, utiliser à fond tout ce que l'école peut vous offrir. Et ça, c'est très pragmatique, c'est pas la sociologue, c'est vraiment l'enseignant qui parle, et je pense que c'est vraiment hyper important, et qu'il y ait une solution pour tous. Alors, je suis d'accord avec Annabelle, il y a quand même un truc, c'est que j'ai vu tellement d'étudiants qui sont arrivés en école de commerce, que le vide que vous allez avoir quand vous rentrez en école de commerce, c'est à la fois le vide sur le contenu des cours qui est d'une indigence accablante, et le fait que vous allez prendre conscience que votre carrière, vous allez la passer à faire des PowerPoint et des tables de récré. Et ce qui se joue dès que vous rentrez, c'est quand même le sens que vous allez donner à votre prof. Alors après, c'est tout à fait, c'est complété par le fait que vous allez avoir une très jolie carrière avec de très très bons salaires, que vous allez peut-être pouvoir acheter un appartement dans le 11e arrondissement, enfin plutôt peut-être à Montreuil, voilà. Mais combien de mois d'amis proches j'ai vu se donner à fond dans des assos, dans des parcours un peu originaux, et finalement finir par faire du conseil. Et combien, arrivés à ce niveau-là, se disent a posteriori, oui, je suis très heureux, c'est rare, j'en connais. Combien se disent, j'ai sacrifié, enfin, j'ai pas sacrifié, mais j'ai mis de côté tout ce qui pouvait m'habiter quand j'étais jeune pour des contraintes matérielles, ce qui par ailleurs s'entend excessivement bien. Mais ce qui se joue quand on rentre, alors et vraiment je parle de l'école de commerce parce que en fait la tarification des coûts, c'est vraiment un des trucs fondamentaux qui peut vous bloquer. Et en fait, arriver quand vous avez signé votre premier chèque de 10 000 euros, que 2 semaines après vous dites, en fait, c'est vraiment nul. Alors, ça c'est d'une violence terrible quand on a 21 ans. Donc, il faut vraiment y réfléchir beaucoup, se poser la question très précisément de ce qu'on va y faire, de ce qu'on va faire après, se dire qu'en effet, il y a des passerelles, mais les passerelles, elles servent souvent d'épanouissement ponctuel quand vous êtes en école, c'est-à-dire, ah oui, vous allez monter votre groupe de musique, c'est super, en fait, ça va vous permettre d'avaler la pilule quand vous serez dans l'école, mais ensuite, après, quand vous allez bosser à la défense, ce sera pareil. Pardon, voilà, donc pour les écoles d'ingé, je me pose vraiment la question, pour Sciences Po aussi éventuellement. Mais pour les écoles de commerce, je suis catégorique, il se prévoit une porte de Maurice, en fait, là, vous pointez, c'est quelque chose qu'on trouve dans votre livre, en fait, derrière le système des grandes écoles, vous interrogez aussi qui on forme, pour quel monde on forme, voilà. Et on pointe d'autres questions de sens, on peut aussi faire des études, voilà, qui ont du sens, et puis après, il y a moins de travail, peut-être sur le marché aussi, il y a aussi ces questions-là. Ah, non, ça, c'est fondamental, voilà. Ça, je suis d'accord. Voilà. Juste un truc pour rebondir. En fait, effectivement, ce que se joue, et ça joue notamment chez les écoles de commerce, c'est en fait des questions effectivement politiques et démocratiques. Et je pense, en fait, alors, je reviens aussi à un livre d'un anthropologue anglais qui est décédé il y a 2 ans, il me semble 3 ans. C'est David Graeber, donc Bullshit Jobs. Voilà. Donc, justement, sur les salaires, notamment en conseil, très bien payés, mais qui ont une utilité sociale ou un sens social assez limité finalement.
Donc, en fait, ce qui se joue avec le livre, il me semble, de Maurice, très intéressant, c'est qu'il s'inscrit dans une montée d'une critique à l'égard des écoles de commerce et de la formation, justement, de la formation, de la déformation des salariés, certes à destination de rémunération très intéressante, mais à distance d'un sens social donné au travail, en fait. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça inscrit toute cette critique des écoles de commerce dans une réflexion plus large qu'on doit se donner en tant que citoyen et qu'on discute aujourd'hui autour du sens qu'on donne à nos études, à la formation des jeunes et éventuellement à la reprise d'études. Pourquoi pas justement rentrer dans le monde du travail jeune et puis se donner la chance de reprendre des études quand celles-ci ont plus de sens pour nous, pour un autre moment. Voilà. On terminera là-dessus, sur cette question du sens, voilà, qui était celle qui est derrière vos ouvrages et le travail sur les écoles. Voilà, quel monde, en fait, on veut construire ces formations. Merci à tous les deux et merci.